Salut YouTube, ici c'est Virginie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est destinée aux personnes qui débutent en argentique. Que vous ayez déjà des notions de photo en numérique ou non, que vous ayez déjà un appareil argentique ou pas encore, vous devriez pouvoir trouver des astuces ou des conseils utiles dans cette vidéo afin de ne pas trop perdre ni votre temps ni votre argent comme ça peut arriver quand on débarque dans un nouvel univers. Alors avant de commencer, sachez que je vais donner beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à vous munir d'un carnet et d'un stylo si jamais vous en ressentez le besoin. Et pour vous simplifier la lecture de la vidéo, j'ai ajouté des chapitres, ce qui veut dire que vous pouvez aller directement aux infos qui vous intéressent, soit en cliquant sur la barre rouge de lecture, soit en allant voir dans la description de la vidéo. Donc, les points qu'on va aborder, les voici. J'ai séparé en plusieurs catégories. Le premier, donc, ce sera au moment de l'achat. Donc, si vous n'avez pas encore d'appareil et que vous en cherchez un. Le deuxième, ce sera tout ce qui concerne la prise de vue. Donc, en fonction de l'appareil que vous avez, soit un appareil jetable, soit un point and shoot ou compact, soit un réflexe argentique du type AE1 ou autre modèle similaire. En 3, on parlera du choix des pellicules et en 4, on parlera du passage au labo. Alors au moment de l'achat, le plus important c'est de trouver un appareil qui corresponde à la fois à votre budget et aussi à votre niveau en photo. Attention donc à ne pas acheter un appareil qui serait trop cher ou bien trop compliqué parce que parfois un point and shoot ça peut suffire pour découvrir et vous amuser. Attention si vous achetez en brocante ou bien sur Le Bon Coin ou sur eBay, c'est pas facile au début de savoir si l'appareil fonctionne bien, surtout quand on connaît pas. Donc par exemple si vous voulez savoir et comprendre comment repérer si un réflexe argentique fonctionne bien, renseignez-vous sur internet, il existe par exemple des tutos sur YouTube. Il est également bon de s'assurer de l'état de l'objectif. Est-ce que les bagues fonctionnent bien et tournent de façon fluide ? Est-ce qu'il n'y a pas des champignons ou des rayures sur l'objectif ? Ce ne sont pas forcément des problèmes rédhibitoires, mais il faut avoir conscience que le prix doit être adapté en conséquence. Et selon le problème, vous aurez peut-être même besoin de le confier à un réparateur. L'idéal, et même si c'est un peu plus cher, c'est d'acheter en boutique spécialisée ou sur des sites référencés qui eux vont réviser les appareils avant de les revendre. Faites attention aussi à ne pas vous faire avoir en achetant des modèles surcotés. Ça arrive de plus en plus de nos jours. Telle ou telle star va faire une photo avec tel ou tel modèle d'appareil et la mettre sur Instagram et bim, les prix s'envolent. Donc renseignez-vous aussi parce que la plupart du temps, il existe des modèles équivalents qui vont être fabriqués par une autre marque mais qui sont tout aussi performants. Et dernier point aussi, regardez si l'appareil que vous convoitez nécessite des piles. Et si oui, quel modèle de piles et si elles sont fournies avec ou pas. Il y a donc un ensemble de paramètres à prendre en compte afin de pouvoir adapter ses recherches et trouver l'appareil qui vous conviendra en fonction de votre budget. On passe à la prise de vue. Si vous avez déjà un appareil en votre possession, c'est super. En général, peu importe le modèle, la qualité ou le prix, il y aura toujours de quoi s'amuser. Si vous avez un appareil jetable, déclenchez toujours le flash. La seule option pour ne pas le déclencher, globalement, c'est pour prendre un paysage par très beau temps. Sinon, déclenchez-le. En cas de doute, déclenchez-le. Par contre, attention à la distance de votre sujet. S'il est trop loin, la lumière du flash va pas l'atteindre et ce sera sous-exposé. A contrario, s'il est trop près, en cas de selfie par exemple, vous serez surexposé. Bon, c'est pas hyper grave en soi parce que ça peut se rattraper derrière au moment du traitement de l'image, mais pas toujours. Et évitez aussi à tout prix les surfaces réfléchissantes avec le flash. Sinon, vous aurez que le reflet du flash et tout sera noir autour. Alors j'exagère, mais pas tant que ça. Pour les point and shoot, c'est-à-dire les compacts, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Si vous avez un flash intégré, même conseil qu'avec les appareils jetables, vous déclenchez. Et si vous n'avez pas de flash intégré, ça va dépendre du choix de votre pellicule. Je dirais que s'il fait beau, vous pouvez prendre une pellicule à 200 ISO, et s'il fait un peu moins beau, vous pouvez en prendre une à 400 ISO. Évitez les photos en intérieur à moins que ce soit vraiment lumineux, et
évitez à tout prix évidemment les photos de nuit, à moins que vous ayez énormément de lumière artificielle. Si votre appareil n'a aucun réglage et pas de pile, c'est qu'il a une vitesse et une ouverture qui vont être prédéfinies. Donc même règle pour les pellicules, 200 ISO par très grand soleil, 400 ISO par moins grand soleil. Si votre appareil a des réglages, des piles et une cellule intégrée, il va calculer tout seul les réglages et du coup là vous avez une marge de manœuvre un peu plus confortable. Vous pouvez donc vous faire un peu plus plaisir en prenant vos photos sans prendre de grands risques de les rater. Ensuite, si vous avez ou que vous voulez un réflexe, pour progresser, c'est bien, c'est l'idéal. Mais attention, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour pas faire des erreurs trop basiques, on va dire. Faites bien la mise au point, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais on l'a tous déjà vécu à trop se précipiter pour prendre une photo et oublier de faire la mise au point. Attention aussi aux ISO, n'oubliez pas de les régler quand vous chargez votre pellicule. Attention également à la vitesse de déclenchement. En général, vous pouvez voir à l'intérieur quand vous regardez dans le viseur, il vous indique la vitesse à laquelle il va déclencher, ou bien si c'est vous qui la réglez vous-même. Et si c'est en dessous de 1/60 de seconde, vous aurez probablement un flou de bouger. À partir de ce niveau-là, il va vous falloir un trépied. Attention aussi à l'ouverture, la profondeur de champ. Si vous voulez faire un portrait par exemple, une ouverture à f4 ou f5.6, ce sera bien. Vous aurez un joli flou en arrière-plan. Si vous voulez faire de la photo de paysage, vous serez plutôt à f16 ou f22. Comme ça, tout sera net du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Le plus important, vraiment, c'est de comprendre comment fonctionne le trio ISO, vitesse et ouverture. Pour ça, il vous suffit de soit regarder sur internet, il y a sûrement des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aussi très bien lire des livres. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, par exemple. Manipulez aussi votre appareil sans pellicule dedans. Vous pouvez toucher à tous les réglages, déclencher autant que vous voulez pour voir comment ça réagit. Et puis, bien sûr, expérimenter en vrai. Si vous avez la foi, vous pouvez même prendre note de tous vos réglages à chaque photo que vous faites. C'est un peu fastidieux, moi-même je ne l'ai pas fait, mais ça va vous permettre de progresser et de réaliser qu'est-ce que vous auriez pu faire comme erreur quand vous regarderez vos photos a posteriori. Petite astuce aussi pour vérifier que vous avez bien enclenché votre pellicule et que vous n'allez pas prendre vos photos dans le vide. Une fois que vous avez fermé le dos de l'appareil, quand vous tournez le levier d'armement, vérifiez bien que ça tourne aussi ici à gauche. Si ça tourne, c'est que le film avance bien à l'intérieur. Autre chose, si votre appareil n'a pas de cellule intégrée, vous allez devoir soit shooter au talent, et ça je vous avoue que même les plus expérimentés ne s'y risquent pas ou peu, soit vous allez devoir vous munir d'une cellule à main. Et là c'est un peu plus complexe, surtout si vous commencez, c'est pas forcément conseillé. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une application sur votre smartphone, et là ça va être à peu près le même principe que la cellule à main. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe l'appareil que vous avez en main, il y aura forcément des ratés et c'est normal. À nos débuts, on a toutes et tous eu des pellicules avec seulement 4 ou 5 photos réussies. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et le plus important, c'est de faire des photos et de s'amuser. Le talent, c'est seulement 5% et le reste, c'est 95% de pratique et d'expérience. Passons ensuite au choix de pellicule. Ça, c'est pareil, ça va dépendre de votre budget et de vos envies. Commencez donc avec du noir et blanc ou de la couleur, comme vous voulez, mais n'achetez pas de pellicule trop chère. Car comme je l'ai dit, au début, il y a beaucoup de photos ratées et ce serait juste perdre votre argent. Donc évitez les pellicules à 12 €. Petites astuces sinon pour trouver des pellicules pas chères. Les noirs et blancs neufs de premier prix sont globalement plutôt bien. Les Fomapan et les Kentmer par exemple donnent déjà de beaux rendus et sont un peu tout terrain. La Ilford HP5+, par exemple, est très tolérante mais elle est déjà un peu plus chère. En couleur, vous avez la Color Plus 200, la Gold 200, l'Ultramax 400, la Fuji C200 qui sont parmi les moins cher, on va dire, même si déjà pas donné. Sinon, vous pouvez aussi trouver, récupérer, troquer des pellicules périmées, par exemple, ça peut être un bon plan. Jusqu'à 15 ans de péremption, en général, si elles ont été bien conservées au frigo, normalement, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Au-delà de 15 ans, faites attention parce que les résultats peuvent être beaucoup plus aléatoires et vous risqueriez d'être déçus. Regardez sur Le Bon Coin ou sur eBay, il peut y avoir parfois de bonnes affaires. Par contre, attention, parce qu'il peut y avoir aussi des prix complètement aberrants
différents. Donc l'idéal, c'est de comparer les prix avec des sites qui vendent les pellicules neuves. Au final, l'idéal, c'est donc de commencer avec des pellicules neuves, mais parmi les moins chères, qui ont des sensibilités un peu tout-terrain comme 200 ou 400 ISO. Ensuite, avec le temps et l'expérience, et selon votre budget, vous aurez forcément envie d'essayer d'autres pellicules. Et il faut dire qu'il y a tellement de choix que vous aurez de quoi vous amuser, mais parfois ça peut aussi être un peu intimidant. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur internet et même à demander conseil à quelqu'un si une pellicule vous fait envie. Ensuite, donc dernier point, le passage au labo. Donc là, il n'y a pas 15 000 solutions. Si vous habitez dans une grande ville, vous n'aurez pas trop de mal à trouver un labo de confiance avec des prix cohérents. Par contre, si vous n'habitez pas dans une grande ville, vous aurez plutôt intérêt à envoyer vos pellicules à un labo qui se trouve dans une grande ville. Parce que oui, il existe encore des petites boutiques de photographes dans certaines petites villes, certains villages, mais il va pas forcément avoir les meilleurs prix ou bien les meilleurs rendus, je sais pas, ça dépend. Moi, je sais que par exemple, j'ai commencé avec la boutique photo du village de ma famille et ils faisaient pas les scans par exemple, ils faisaient que les tirages. Donc pour trouver celui qui vous conviendra le mieux, l'idéal, encore une fois, c'est de regarder sur internet, de regarder les prix et les avis. Attention aussi à ne pas confondre développement et tirage. Il faut savoir que quand vous confiez votre pellicule à un labo, il y a 3 prestations possibles. La première étape, donc, c'est le développement. C'est le procédé chimique qui va nous faire passer de la pellicule shootée à ce qu'on appelle des négatifs, comme je vous montre ici. Le développement, donc, c'est la base. Sans ça, vous n'avez pas de photo. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez demander soit le scan, soit les tirages, soit les deux. Le scan, c'est la numérisation de vos négatifs sur un ordinateur. En qualité normale, vous aurez des photos au format JPEG, et en haute définition, vous aurez des photos au format RAW. Et les tirages, c'est quand vous recevez la pochette avec vos photos imprimées sur du papier argentique en format 10 x 15 cm. Je précise bien parce que je sais que quand on débute et qu'on connaît pas bien les termes, c'est facile de se mélanger les pinceaux et au final de se retrouver à devoir payer une prestation qu'on voulait pas forcément avoir, ou à l'inverse, de ne pas avoir ce qu'on aurait voulu. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que c'était suffisamment clair et compréhensible, et que vous aurez trouvé des informations utiles pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez des questions, ou si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, ou que je me suis trompée sur un point, parce que le but c'est aussi d'apprendre de nos expériences communes et de partager ensemble. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, partager et vous abonner. Je vous mets aussi les liens de mes différents réseaux en description de la vidéo, ainsi que le lien vers ma page Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt. Bye!